La planète compte aujourd'hui 8 milliards d'habitants. Y a-t-il assez de place pour nous tous? Les ressources naturelles ne vont-elles pas s'épuiser? Comment allons-nous nourrir tout le monde? Ces questions ne sont pas nouvelles. Les prophètes de malheur se les posent depuis au moins 200 ans. En 1798, un économiste anglais du nom de Thomas Malthus a écrit son célèbre essai sur le principe de population. Malthus y affirme que la population croît de manière exponentielle alors que les ressources nécessaires pour la nourrir augmentent de manière linéaire. Selon lui, la différence entre les deux taux de croissance devrait conduire à la famine. Malthus avait tort, et non pas de peu, mais de beaucoup. À mesure que la population augmentait, la production alimentaire s'améliorait, et presque tout le reste aussi. Prenons l'exemple de la vie d'un ouvrier américain typique au cours d'un siècle. En utilisant une unité de mesure connue sous le nom de prix du temps, nous pouvons estimer le temps qu'une personne devait travailler pour acheter un article donné. Entre 1900 et 2018, le temps que notre ouvrier a dû travailler pour gagner suffisamment d'argent pour acheter une livre de porc a diminué de 98%. Pour acheter une livre de riz, 97%. Pour acheter une livre de café, 94%. Bien que les gens ne puissent pas manger du caoutchouc, d'aluminium ou de coton, ces matières premières sont des intrants précieux dans le processus de production qui influencent le prix des biens et des services, et donc le niveau de vie global. Leurs prix ont chuté respectivement de 99%, 98% et 96%, alors que la population des États-Unis est passée de 76 à 328 millions d'habitants. Les famines, autrefois courantes, ont disparu en dehors des zones de guerre. Dans la plupart des pays du monde, c'est l'obésité, et non la famine, qui pose problème. Cette relation entre la croissance démographique et l'abondance peut sembler contre-intuitive, mais elle est vraie. Vous souvenez-vous de ce graphique qui a tant effrayé Malthus? La réalité est bien différente. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes abondants. Par rapport aux générations précédentes, nous vivons aujourd'hui dans un monde de surabondance, terme que mon collègue et co-auteur, Gabe Pooley, et moi, avons inventé et que nous utilisons comme titre de notre livre. Qu'est-ce qui rend cette surabondance possible? La réponse est la connaissance. Thomas Sowell, le brillant économiste de la Hoover Institution, l'explique ainsi. La différence de vie entre l'homme des cavernes et nous n'est pas due aux ressources naturelles. La différence, c'est la connaissance. Nous en avons beaucoup plus, et nous utilisons ces connaissances pour fabriquer des choses à partir des mêmes ressources naturelles qui existaient à l'époque de l'homme des cavernes, mais que ce dernier n'aurait jamais pu imaginer. Prenons un exemple aussi simple qu'un grain de sable. Il existe depuis des milliards d'années. Puis, il y a environ 4500 ans, quelqu'un a découvert qu'en chauffant le sable à un peu plus de 3000 degrés Fahrenheit, on pouvait le transformer en perles de verre, puis en bocaux de verre, et bien plus tard, en vitre. À chaque étape de la découverte, la valeur produite à partir d'un grain de sable a augmenté. Aujourd'hui, nous utilisons le verre dans les câbles de fibre optique et les puces électroniques, ce qui stimule notre productivité et nous rend beaucoup plus prospères que nos ancêtres. Compter la quantité de matières premières connues, comme l'ont fait Malthus et bien d'autres, peut sembler logique, mais il manque l'ingrédient qui change tout, la connaissance. Et c'est de l'esprit humain que naissent les nouvelles connaissances. Un nouveau-né vient au monde non seulement avec un estomac vide, mais aussi avec un cerveau capable d'une pensée intelligente, susceptible de changer le monde. Ainsi, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre fini d'atomes sur la planète, qu'il s'agisse de cuivre, de zinc ou de tout autre élément, mais la capacité de l'homme à combiner et à recombiner ces atomes de manière toujours plus précieuse. Par conséquent, nous pouvons affirmer sans crainte que la croissance économique est moins liée aux ressources, qui sont limitées, qu'à la connaissance qui est illimitée. Comme l'a dit l'économiste Paul Romer, lauréat du prix Nobel, les nouvelles idées ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Voici une autre analogie utile. Le monde est un système fermé, comme l'est un piano. L'instrument n'a que 88 touches. Mais ces touches peuvent être jouées d'un nombre infini de façons. Il en va de même pour notre planète. Les atomes de la Terre sont peut-être fixes, mais les combinaisons possibles de ces atomes sont infinies.
Ce ne sont donc pas les limites physiques de notre planète qui importent, mais les êtres humains et leur liberté d'expérimenter et de réimaginer l'utilisation des ressources dont nous disposons. Pouvons-nous continuer à vivre dans un monde surabondant? Cela dépend de deux éléments, l'homme et la liberté. Plus il y a d'habitants sur la planète et plus ils jouissent de liberté, plus il y a de chances que les idées nouvelles et utiles soient générées pour résoudre nos problèmes, quels qu'ils soient. Alors, pensez-vous toujours qu'il y a trop de monde? Ou peut-être pas assez? Je suis Marianne Tupy, membre éminent à l'Institut Cato et co-auteur de Superabondance pour l'Université Prager.